Parmi les grands royaumes africains précoloniaux qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, les royaumes tels que le royaume Congo, du Dahomey et bien d'autres sont très souvent mis en exergue au détriment d'autres royaumes qui ont pourtant été le théâtre d'une culture tout aussi riche et d'une histoire qui vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de retracer l'histoire d'un de ces royaumes moins connus. Réputé pour la richesse de son art et sa maîtrise de l'art de la guerre, le royaume Bamoun précolonial est un territoire qui s'articule autour d'un roi prêtre, de princes de sang et d'une noblesse palatine. Quelle était donc la structure sociale, économique et politique de ce royaume précolonial? Et comment a-t-il réussi à devenir un des royaumes les plus admirés de son époque? Attachez vos ceintures car nous allons faire une douce descente dans le passé. Le siècle au cours duquel le royaume Bamoun a été fondé est sujet à débat. Certains historiens avancent la thèse qu'il aurait été fondé au XIVe siècle, pendant que d'autres situent sa formation 3 siècles plus tard. S'il est un élément sur lequel les érudits sont tous d'accord, c'est bel et bien sur l'identité de son fondateur, le roi Chariyeng, originaire de la tribu Tikar qui quittera les siens pour migrer vers l'ouest du Cameroun et y établir son territoire. Le département actuel du Noun correspond aux anciennes limites territoriales du royaume. Il s'étend entre les fleuves Mbam, Noun et Mapé sur une superficie d'environ 7500 km² et comporte une population de près de 70 000 Bamoun au début du XXe siècle. Le royaume Bamoun se soumet à la loi de Rifum, qui est la région natale de Chariyeng. Toutefois, lors de son expansion, il subit les influences culturelles de peuples voisins tels que les Bamlékés et par conséquent pratique certaines de leurs coutumes. Grâce à des conquêtes successives, le roi Bouembe, 11e monarque de la dynastie, contribue considérablement à l'agrandissement du territoire. En effet, le peuple Bamoun est un peuple composé de guerriers redoutables. Son grand ennemi est le peuple Fulbe. Quand il ne fait pas la guerre aux Fulbe, il va raser les chefferies Bamlékées et oblige plusieurs tribus Bamlékées à quitter leur village pour se réfugier de l'autre côté du fleuve Noun. La décapitation étant au cœur de son rituel de combat, il est courant d'observer non seulement les crânes des ennemis exposés dans la cour du palais lors de la célébration des victoires, mais aussi les mâchoires des vaincus qui ornent les calebasses trophées appelées Kakuga. Certaines Kakuga sont détenues par les sociétés secrètes du palais royal, pendant que d'autres sont préservées par les lignages. Puisqu'on aborde le sujet du lignage, le peuple Bamoun d'antan compte près de 700 patrilignage. Mais qu'est-ce qu'un patrilignage? Je suis sûre qu'un bon nombre d'entre vous se posent cette question. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Un patrilignage est un type de filiation dont les membres se réclament être des descendants d'un ancêtre commun de sexe masculin. Dans le cas du royaume Bamoun, chaque patrilignage remonte à un roi précis. De ce fait, il est facile de préciser son ancienneté. Vous l'avez sans doute deviné, la société Bamoun est une société fortement stratifiée. Au sommet de la hiérarchie, nous avons le roi, communément appelé l'Umfon en langue Bamoun, suivi par une noblesse princière, ensuite une noblesse palatine et à la base des esclaves. Attention, les esclaves Bamoun ne servaient pas à alimenter une quelconque traite extérieure, mais plutôt à fournir de la main-d'œuvre aux domaines royaux et à ceux de la noblesse. Il serait intéressant de savoir comment ce royaume était organisé sur le plan socio-économique et politique. Vous ne pensez pas? Le royaume Bamoun précolonial repose sur une organisation pyramidale et féodale. En effet, le 2 tiers de sa population englobe une masse servile. Les esclaves sont des captifs provenant de guerre et des chefs de lignage démis de leurs fonctions pour faute grave. Naturellement, chaque esclave est rattaché à un lignage ou au monarque. Pendant que le tiers restant de la population forme d'une part une noblesse princière, représentée par les groupes de descendance issus des princes,
une noblesse palatine formée par les descendants de grands serviteurs, un groupe de rois vaincus dont les territoires ont été annexés par les Bamoun, des lignages fondés par les parents maternels des rois et pour finir, les conseillers du pays. Chaque lignage, qu'il soit princier ou palatin, constitue une collectivité judiciaire et religieuse ayant sa tête un chef. Celui-ci est communément appelé Ndji. Il détient des droits fonciers sur les terres attribuées par le roi et occupées par les membres de son clan. Il conduit son clan à la guerre, officie comme prêtre et règle les différends au sein de la collectivité à moins qu'à raison de leur gravité, ces différends soient rapportés au roi. Les Ndji appartiennent à des sociétés secrètes. Une société secrète est une sorte de confrérie à l'accès réservé, rassemblant des personnes de même naissance ou même de même rang. Chaque société secrète remplit une fonction précise auprès du roi, permettant ainsi de contrebalancer le pouvoir de différentes catégories sociales. Si le Ndji est de sang royal, une fois initié, il fait partie du Nguri, la société secrète exclusivement réservée aux princes de sang, descendant direct des rois Bamoun. Dans le cas où le Ndji est d'origine servile, après initiation, il peut adhérer soit au Bantier, qui est la société des grands serviteurs du palais, soit à des sociétés telles que Matsimbi, Mbali et bien d'autres. Le roi, quant à lui, incarne l'autorité centrale du royaume. Il occupe des fonctions similaires à celles du Ndji, mais à une échelle plus grande. Il est épaulé dans son rôle de juge suprême par une société secrète appelée le Mungo. La fonction du Mungo est claire. Elle est l'organe de police qui décrète la peine de mort et promulgue les lois. Vous l'aurez compris, la cour royale est grande et réunit en son sein sociétés secrètes, serviteurs, enfants, visiteurs et femmes. Des femmes, le souverain Bamoun n'en a pas qu'une, mais plutôt des centaines. La société Bamoun est profondément marquée par la polygynie. Les chefs de lignage avaient en moyenne 8 épouses. Le roi battait les records de polygynie. Toutefois, seulement une partie des femmes royales étaient réellement ses épouses, si vous voyez ce que je veux dire. Les autres étaient données aux princes et aux serviteurs à l'occasion de leur établissement ou tout simplement offertes comme présents. Sans oublier qu'une infime partie de ces femmes étaient des épouses héritées du roi ou des rois précédents. Plusieurs monarques succèdent à Shahryang. Hommes comme femmes ont régné sur le royaume Bamoun. Mais le souverain Bamoun, qui est incontestablement à l'origine de la réformation du royaume, demeure Njoya, le 17e monarque de la dynastie Rifum. Avant l'arrivée des colons allemands, il crée une écriture du nom de Aka Uku Fefe, qu'il fait enseigner dans les écoles royales. Grand passionné d'art et d'innovation, il favorise l'expansion des métiers artisanaux, forgerons, tisserands, potiers, vanniers et autres artisans pullulent à Funban, la capitale. Le travail à la cire perdue est d'ailleurs l'ossature des chefs-d'œuvre d'art Bamoun. L'art Bamoun sculpte les masques, coule des statuettes de bronze, réalise des compositions d'une beauté unique. Les Bamoun ne font pas que de l'art, ce sont aussi des commerçants. Les échanges commerciaux se font prédominamment avec les Aoussa. Les Bamoun leur fournissent des noix de cola pour recevoir à leur tour du sel et des minerais de fer. Quand les Bamoun ne font pas de troc, ils utilisent les kauris comme monnaie. Lors des dots, par exemple, il est fréquent de voir le futur époux remettre des kauris au chef du clan auquel la femme appartient. En plus de l'artisanat et du commerce, l'agriculture est pratiquée sur toute l'étendue du territoire. Une fois le défrichement fait par les hommes, les femmes travaillent la terre. Chaque année, au mois de juillet, après la récolte du maïs, le roi reçoit de la part des chefs de lignage un tribut qui représente des tonnes de denrées telles que le maïs, le sorgho, l'huile et de la viande. Ce tribut annuel représente le Ngong, une fête de récolte au cours de laquelle le roi écoute les doléances de son peuple et prend des mesures destinées à éliminer les abus et même les violences qui provoquent les maux dont souffre le pays. Des réserves de denrées sont constituées à cette occasion et stockées dans les greniers du palais pour prévenir la famine dans le royaume.
Dans l'univers Bamoun, le Ngong est un phénomène multidimensionnel. À lui tout seul, il renferme plusieurs fonctions. Il désigne à la fois une société secrète, une musique, un instrument de musique, une fête traditionnelle et un insecte, à savoir le scarabée. En tant que société secrète, Bamoun, le Ngong demeure la plus importante. L'un de ses rôles principaux est de transmettre les griefs du peuple et de faire des observations critiques au roi par rapport à sa gestion du royaume. Le Ngong est constitué d'éléments ésotériques et spirituels que je ne traiterai pas dans cet épisode. Toutefois, on va brosser le portrait des croyances spirituelles et mystiques du royaume Bamoun. Chez les Bamoun, le roi est le chef religieux du pays. Il porte d'ailleurs le nom de Fon Niningu, qui signifie littéralement le roi Dieu du pays. Seul le roi et certains chefs de lignage ont le droit d'exécuter des sacrifices pendant les cérémonies religieuses et des fêtes de récolte. Lors du sacrifice, on égorge des animaux et le sacrificateur fait une libation sur les pierres tombales des cimetières. Le culte des ancêtres royaux reste le culte le plus important du royaume. Il se caractérise par la vénération que l'on voue au crâne des défunts. Les Bamoun croient en un dieu lointain, peu accessible et en de petits dieux omniprésents que l'on invoque dans les forêts de Raffia. Les forêts de Raffia jouent un rôle important dans la pratique de la spiritualité Bamoun. Les chefs des lignages contrôlent ces forêts et y organisent des rituels. Le vin de palmier à Raffia est très prisé. Alors là, je vous assure les amis, il est hyper prisé car il est considéré comme un véhicule de force et donc utilisé pour effectuer des libations. Comme tous les peuples ayant une intime relation avec la nature et par conséquent une grande connaissance des lois qui régissent l'univers, les Bamoun pratiquent de nombreuses méthodes de divination. La divination par la fourmi noire et la divination par l'araignée mygale sont parmi les plus populaires. L'araignée mygale est considérée comme le messager des ancêtres. La divination consiste à consulter l'araignée ou la fourmi pour obtenir certaines informations afin de déterminer la conduite à tenir en cas de maladie, de guerre ou de la survenue d'événements susceptibles d'affecter la vie d'un individu. Ainsi se termine notre exposé sur l'organisation politique, économique et sociale du royaume Bamoun. La société Bamoun précoloniale a de particulier l'intégration de peuples et de cultures exogènes. Les Bamoun ont réussi à fonder une identité culturelle forte de par l'ingéniosité de ses souverains et l'établissement de codes de conduite. Comme vous pouvez aisément le deviner, le travail de synthèse autour de ce thème est complexe, les amis, car il y a énormément de données à prendre en considération. La description de la stratification sociale de la société Bamoun précoloniale peut être l'objet d'un épisode entier. Si vous voulez aller plus loin dans votre recherche de connaissances, rejoignez-nous sur Instagram. Sur Instagram, je propose une présentation détaillée de certains éléments que j'aborde brièvement dans les épisodes que je poste sur la chaîne YouTube. Si vous êtes amateur d'art ou juste curieux, les œuvres d'art Bamoun sont disponibles au musée des rois Bamoun situé dans la ville de Fumban au Cameroun et au musée d'ethnographie de Genève. Merci de m'avoir suivi et j'espère ne pas avoir trop écorché les noms propres Bamoun. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao!